Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Avec pas mal d'occupations de notre côté et quelques petits imprévus, nous revenons enfin avec du contenu. Après une longue absence du podcast pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer celui-ci et le suivant. J'espère donc qu'ils vous plairont. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast et YouTube. N'hésitez pas à nous y retrouver ou nous retrouver sur Twitter et le Discord de Magic C'est Chic. Et maintenant, on détape ses langues, on pioche, c'est parti. Rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 39e épisode du Pince Crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui, avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre de ces petits objets aussi chers que fascinants, j'ai nommé les boosters. Et pour ce faire, ce soir, je suis accompagné de deux personnes formidables, à savoir d'un côté, champion du monde en titre, 2023, Jean-Emmanuel Deprat, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, pas champion du monde, mais il a fait top 8 à un tournoi One Piece à la boutique. Je présente Mathis Guéry. Salut Mathis. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement à nos auditeurs et aux auditrices ? Ouais, bien sûr, du coup, je m'appelle Jean-Emmanuel Deprat, j'ai 29 ans, je joue à Magic depuis 18 ans maintenant, et récemment, je suis devenu joueur professionnel de Magic, donc c'est mon activité principale. Bonsoir, je suis Mathis Guéry. Je suis ce qu'on appelle acheteur compulsif de cartes de tout ce qui est TCG et livres. Je suis éditeur par ailleurs. Je joue beaucoup un peu à tous les TCG de toute nature. Et je me reprends petit à petit sur Magic. Et donc moi ça faisait longtemps que j'avais très envie de faire un épisode sur les boosters et sur l'objet booster, parce que je trouve que c'est un objet qui est fascinant depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je voulais profiter du coup de l'actualité, donc on est un petit peu en retard, donc c'est pas très très grave, sur du coup les annonces sur les play boosters et du coup avoir vos avis à tous les deux en tant que joueur de l'unité et en tant que du coup collectionneur de cartes, parce que je trouve que c'est des avis qui vont être assez opposés, je pense, en tout cas très différents. Alors, petit résumé du coup des annonces qui ont été faites le 16 octobre. Donc, Wizard of the Coast annonce qu'il décide d'abandonner le modèle de booster, à savoir booster de draft et booster d'extension. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, les boosters de draft sont censés être des boosters draftables, du coup, qui sont des pièces de jeu. Et les boosters d'extension étaient faits à la base pour être ouverts. Donc, du coup, avec plus de rares, plus d'unco, enfin voilà, plus de value normalement dans vos petits boosters. Je ne repasserai pas sur la composition des boosters de draft et d'extension, je pense que vous les connaissez, et si vous ne les connaissez pas, vous trouverez des ressources sur internet, je suis sûr que vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Du coup, à partir de Murder Mystery at Karlov Manor en février 2024, il n'y aura plus que deux types de boosters, les collector boosters et les boosters de jeu, ou les play boosters en anglais. Alors, la composition des boosters va être affichée à l'écran, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le play booster est fait à la fois pour être ouvert et aussi pour être drafté. Il y aura donc des slots classiques, 6 slots de commune, un slot de commune ou de carte de The List, mais on y reviendra plus tard, 3 unco, une rare mythique, un land, et 2 autres slots de wildcard. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai cru au début que c'était des boosters qui étaient faits pour Magic Arena, parce que je me suis dit les wildcards c'est les trucs qu'on est censé redeem pour avoir des cartes de notre choix. Mais pas du tout, du coup les wildcards en gros ça peut être une wildcard du coup qui va être foil, donc ça peut être n'importe quelle carte de l'extension en version foil, et une wildcard rare ou mythique. Du coup ça peut être n'importe quelle carte de l'extension en rare ou en mythique. Et en plus à savoir, chaque carte qui est présente du coup dans ces boosters là pourrait être ce qu'ils appellent les boosters fun, donc ça veut dire les traitements alternatifs, les full art, tout ça. Voilà. Je parlais tout à l'heure du 7ème slot de commune qui pourra être une fois sur 8 un slot de The List. Donc The List c'était quelque chose qui avait été introduit avec les boosters d'extension. Qui en gros était une liste de cartes, une liste assez exhaustive qui allait de 200 à 400 cartes entre chaque extension. Je pense que je dis une énorme connerie mais je suis plus sûr. Où on pouvait du coup avoir un reprint de toute l'histoire de Magic. Des fois ça avait un rapport avec l'extension, des fois pas. Et du coup dans les play boosters, on va avoir du coup une chance sur 8 d'avoir une carte de The List. Et parmi du coup cette carte de The List, on a une chance sur 8 que ça soit une rare mythique je crois. 6 chances sur 8 d'avoir une commune ou une unco de The List, et une chance sur 8 d'avoir une carte Special Guest, donc des traitements alternatifs, des trucs jolis et tout ça.
Pour donner une ligne de référence, je vais prendre les prix de la boutique où je travaille, du coup carte sur table à Auxerre. Le Play Booster aura le même prix qu'un booster d'extension, à savoir 6 €. Voilà, bon. J'ai fini de parler. Mathis, oui. Toi qui es plutôt dans la partie collection, qu'est-ce que tu penses du coup de la composition de ce booster ? Personnellement, je pense que c'est une bonne idée parce que quand Magic a annoncé donc fusionner le collector booster, pas le collector, le draft et ainsi que le set extension, un des problèmes qu'ils avaient adressé, c'est que ça rendait confus les nouveaux joueurs ou les joueurs casuals. Et c'est vrai que ça a été un de mes gros freins dans Magic, de me dire qu'il y a énormément de boosters différents. Et ça n'a pas été évident de se remettre à la page. Et quand on compare tout ce qui est TCG enfin TCG japonais, donc Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece récemment, et ainsi de suite, c'est vrai qu'il y a une simplicité à rentrer dans le jeu. On achète un booster, on le craque, on a des trucs qui brillent, et puis après on peut se lancer. Bon, c'est vrai qu'on omet toute cette partie draft, mais d'un point de vue collection, le draft est tellement différent, je pense pas que... je pense même que ça va aider en fait les nouveaux joueurs à se dire bon bah voilà, j'ai envie de craquer du booster. Allez, au lieu d'en prendre un, je vais en prendre 4 de mémoire, c'est ça pour faire du draft ? 4 3. Et puis en plus à ce compte-là, je peux jouer et puis repartir à la maison avec mes petits lots. Bon, on reparlera du draft tout à l'heure. Ouais. Toi, J.U., tu collectionnes un peu ou pas ? Pas du tout, j'ai une collection mais c'est par accident, à force de... C'est-à-dire, vas-y, fais-moi rêver. C'est-à-dire qu'à force de drafter, je récupère des cartes et je les revends pas parce que j'ai la flemme, donc ça s'accumule chez moi, mais j'ai pas cherché à avoir une collection. Ok, ça marche. Tu collectionnes pas du tout donc tout ce qui est slot un peu sympa, genre les foils, les trucs dans le genre. Non, je préfère en avoir le moins possible, même des foils. Ouais, ça roule. Oui, parce qu'il paraît que ça a tendance à curler un peu. Ouais, c'est ça, c'est moins pratique pour les tournois. Ouais. Et du coup, on parle. On va parler un petit peu draft un peu après, mais en tant que pièce de jeu, du coup, pour toi, JE, qu'est-ce que tu penses de ces play boosters ? Alors, je pense que. On va en reparler après, mais je pense que pour le draft, ça changera pas grand-chose, en vérité, à l'expérience. Et par rapport à ce que disait Mathis, en fait, moi, je pense qu'il faut essayer de réfléchir sur un temps plus long que ça. Parce que, ok, peut-être ça représente une amélioration par rapport au set booster et au draft booster, par rapport à la multiplicité de produits qu'on avait avant. Mais il y a eu une époque antérieure à ça où les set boosters n'existaient pas, les collector boosters n'existaient pas non plus. On avait que les draft boosters. Et donc le jeu était très accessible, les gens savaient quoi acheter en arrivant à la boutique. Et de mon point de vue, en fait, ils ont multiplié les produits, et ensuite ils se sont rendus compte des problèmes que ça causait, et ils ont corrigé ces problèmes, mais en s'arrangeant au passage pour augmenter le prix des boosters. Donc si on réfléchit en fait à plus long terme, on se rend compte que on passe d'une situation A, où le jeu était simple et les boosters étaient pas chers, à une situation C, où le jeu est simple et les boosters sont chers. Et du coup c'est pas une pure downgrade, parce que évidemment il y a plus de value dans les boosters, donc il y a peut-être des gens à qui ça va plaire davantage, mais si on skip la partie B, en fait, ça apparaît plus du tout comme une amélioration, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui draft. C'est vraiment juste on a rajouté des euros sur vos boosters et vous faites avec, quoi. Donc c'est un peu ça ma perspective. Il y a un tweet de MTG Dave que j'aime beaucoup, qui dit en gros il s'en fout un peu des concepts du play booster, mais il a vraiment l'impression que c'est genre vous devriez me remercier d'avoir réparé quelque chose que j'avais cassé délibérément et aussi me payer pour ce privilège. Et je trouvais ça très drôle, cet aspect vraiment bon, on a cassé le truc, on le répare, mais au passage on se sert quand même un peu, quoi. Ouais, ça se rapproche beaucoup de mon avis, et je pense que c'est une stratégie qu'ils utilisent assez souvent, en fait. Genre, c'est assez rare que... c'est fréquent que Wizards reconnaissent des problèmes dans le jeu, mais souvent c'est des problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés par des décisions précédentes, et on a l'impression qu'il n'y a jamais ce processus de
d'introspection sur bah ouais, en fait on a fait une erreur à tel moment et on la corrige maintenant. Donc, chaque décision nous est présentée comme une amélioration, une suite de petites améliorations. Et comme on est noyé dans les nouveaux produits, bah en fait on a du mal à prendre un peu de recul par rapport à ça et se rendre compte de ce qui se passe à une échelle plus longue. J'y étais pas quand ils ont annoncé les collector boosters, mais de mon avis de profane et un peu en extérieur, je me demande si le raisonnement ça n'a pas été les gens arrivent en boutique et ils aimeraient mettre plus d'argent pour avoir des trucs qui brillent plus, donc on va sortir le collector booster. En fait il y a telle personne qui voudrait ça, donc on va faire ça. Au final il y a ce problème là, c'est que trop de choix tue le choix, et au final on se retrouve avec une multiplicité de produits qui rend le jeu élitiste. En fait il faut connaître le produit avant de pouvoir l'acheter, là où beaucoup d'autres jeux vont à la simplicité. Il y a un seul produit pour tout le monde, on l'achète et puis basta. En fait tu fais avec. Oui, ça segmente pas le marché, enfin pas le marché, mais ça segmente pas la communauté, quoi. Et puis ça rend moins confus. Enfin, t'as qu'un produit, tu peux pas te tromper en fait. Si tu le veux pas, t'attends juste une autre extension. Je voudrais revenir vite fait sur un truc que tu as dit, parce que c'est JE, pardon. C'est un argument que j'entends souvent en fait, ou que j'ai souvent lu sur les divers réseaux évidemment, sur le côté jeu en fait, avec les bonus sheets et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui décrient, par exemple dans Eldraine, on avait du coup toute une flopée d'enchantements qui allait de communes passables à mythique pété. Pareil sur March of the Machine, où il y avait du coup l'arrivée de créatures légendaires qui sortaient un peu de nulle part et qui pouvaient potentiellement du coup casser le format limité. Tu parlais du coup d'expérience, tu disais que c'était pas dérangeant, mais du coup j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, alors j'avais pas mal de craintes quand ils ont commencé à introduire ces bonus sheets dans les éditions. Donc la toute première fois qu'on a vu quelque chose d'approchant, c'était en Zendikar avec les expéditions, et depuis ça a pris beaucoup de formes différentes, hein. À chaque fois c'est des cartes en plus qui sont rajoutées au set dans certains slots des boosters et qui sont censés enrichir un peu l'expérience. C'est plus ou moins bien fait, il y a eu des ratés sur ces trucs-là. Il faut que le power level des cartes ajoutées ne clash pas trop avec celui des communes et des Zonko, hein. Quand c'est des épées qui donnent protection contre 2 couleurs et qui gagnent les games tout seuls, dans certains match-ups, bah oui, c'est un problème pour le limiter. Mais récemment, je trouve qu'ils font ça bien. Genre vraiment, tu sens qu'ils testent le limité avec ces nouvelles cartes, hein. Ils les intègrent à leur processus de test. Et ça donne des environnements où, ok, parfois on prend un tour de Bitter Blossom, et c'est vraiment genre, dans l'exemple de Wilds of Eldraine, Bitter Blossom, c'est vraiment s'il y a un problème, c'est celui-là, quoi. Mais ça reste gérable, hein. C'est pas la meilleure rare du set. Le fait que le niveau des communes est beaucoup monté au fil des années, fait que tu peux encaisser un nombre accru de rares dans les decks et dans les games sans forcément perdre dessus, en fait. De nos jours à Magic, tu bats les rares avec des communes, ça se fait très bien. Donc si les bonus sheets sont pensés pour le limiter, bah je trouve que ça crée de la diversité, potentiellement ça crée des decks amusants de temps en temps, sans compromettre l'équilibre. Ok, ouais, du coup c'est chouette, parce que ça permet de renouveler un peu l'expérience de draft, là où ça pouvait, enfin, je mets des guillemets, mais ça pouvait être un peu plan-plan. Une fois que t'as drafté 20 fois une extension, là tu sais que t'auras toujours un petit truc qui va changer, quoi. Enfin, t'auras toujours une petite surprise dans le deck de l'oppo ou dans ton propre deck, quoi. Ouais, ça donne pas mal de profondeur au format, parce que souvent c'est des cartes qui sont des build around, en fait. En Eldraine, c'est le parfait exemple pour ça, parce que c'est que des enchantements, donc c'est que des cartes qui en elles-mêmes ne font pas grand-chose, mais si tu builds autour, Saison de dédoublement par exemple, bah c'est une carte qui dans la plupart des decks de limité va être mauvaise, tu la joueras juste pas, mais parfois tu vas avoir un deck construit autour, tu auras plusieurs saisons de dédoublement et des noms différents, parce qu'il y en a 3 différentes dans le set, et du coup tu vas faire un deck token, et peut-être qu'il va être très fort, mais il va être très fort parce que t'auras fait les efforts pour drafter autour, pas parce que les cartes sont broken. Ok. Celle qui m'avait vraiment surprise dans le set, c'est je sais plus son nom, mais c'est l'enchantement bleu Unco qui coûte 1 et 1 bleu, et qui fait rien, et quand il va au cimetière tu pioches 3. Ouais, Hatching Plans, ça c'est très cool en effet. Parce que voilà, encore une fois, c'est une carte qui fait strictement rien toute seule, mais si tu draftes suffisamment de cartes négociation autour pour la sacrifier, bah ça devient une des pièces centrales de ton jeu. Ouais, mais de souvenir, ils avaient introduit ça de manière plus constante dans Brother War, non? C'était dans Guerre Fratricide où il y avait vraiment que des artefacts. Enfin, dans chaque booster, il y avait un artefact qui était jouable en limité.
Ouais, et dans Brothers War c'était moins réussi de mon point de vue parce que c'était que des cartes un peu quelconques en fait, genre que des trucs à 2 mana qui cantrip et qui font rien d'autre. Du coup t'avais dans chaque deck t'avais 5-6 artefacts qui juste se remplaçaient et réduisaient virtuellement la taille du deck, mais qui approfondissaient pas vraiment le gameplay. En fait tu te retrouvais à avoir plus souvent les mêmes cartes au lieu de l'inverse, donc c'était un peu le contraire de ce qu'on attendrait d'une bonus sheet, hein. Mais c'est une exception, je trouve que la plupart du temps ils font ça bien. Ok, ça marche. Alors, et là, la grande question, c'est toujours évidemment le nerf de la guerre, hein, d'un point de vue financier. Du coup, moi, je me dis virtuellement, si notre booster, il prend 30%, parce qu'il prend pas vraiment 30%, mais globalement, il coûte plus cher. Bon, déjà, le prix du limité coûte plus cher, mais ça, je pense que t'auras envie de réagir dessus aussi, JE. Mais moi, ce qui me fait me poser des questions aussi, c'est que comme il n'y a plus de booster de draft, à 4, moi je le vendais à 4,60, et qu'il n'y a plus que des boosters, des play boosters à 6€, ça veut dire que virtuellement le prix des cartes va, sur le marché secondaire, hein, j'entends, il va augmenter de 30%. Vous en pensez quoi de cette assertion ? Je pense pas que le prix des cartes. En fait, au global, les cartes effectivement vont monter de 30%, mais les prix sur les marchés sont de manière générale en fait polarisés. C'est-à-dire que les cartes cherchées vont coûter toujours plus cher. Par contre, les cartes, les trash, les communes oubliables de chaque set, va toujours coûter aussi cher. Donc, si tu veux jouer en budget, ça va pas changer dramatiquement. Par contre, effectivement, si tu veux jouer en méta, je pense que les decks vont venir beaucoup plus cher. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai pas trop d'avis, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question comme ça, mais c'est possible que les rares de standard soient un peu plus chères. Elles sont déjà très chères, donc voilà, je sais pas quel niveau on peut attendre, mais bon, ayant dû acheter en catastrophe des Sheold Red à 60 balles cette année, j'espère que ça montera pas beaucoup plus haut que ça. Ah putain, ouais. Ouais, je sais pas. En fait, moi, c'est la question que je me pose parce que, voilà, tu parles de Sheold Red, je pense que c'est un très bon exemple parce que c'est une carte qui est jouée en standard, qui est jouée en pionnière aussi, qui peut-être, je sais même plus si elle est jouée en moderne, je crois que oui. Je suis pas assez les formats pour ça. Mais ouais, effectivement, si ta mythique, elle prend 30%, ça fait mal au cul, quoi. Il y a le prix du limité qui va monter parce que du coup, si ton booster de draft il passe de 4,60 à 6€, virtuellement, encore une fois, ton expérience de draft, et du coup, elle prend 30%. Donc ça veut dire que moi, mes drafts que je faisais à 18 balles, du coup, avec 3 boosters et un booster de lot pour chaque joueur, il va pas être à 18 balles parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. C'est quoi je pense qu'on connaît un peu toute ta réaction, JE, mais qu'est-ce que t'en penses de cette augmentation de prix en fait, surtout pour le prix du limité, quoi. C'est vraiment ce qui me gêne le plus au sujet de ces play boosters. C'est là que se concentrent du coup mes griefs, parce que encore une fois sur l'expérience de draft, je pense qu'on s'adaptera, mais ce qui apparaît comme peut-être un non-événement pour quelqu'un qui collectionne juste les cartes. Pour un drafter, ça fait que ton prix d'entrée est plus haut en fait, et donc ça va dissuader des gens de se mettre au draft, ça va dissuader des gens qui draftent régulièrement de drafter aussi régulièrement en fonction de leurs revenus et de ce qu'ils ont envie de mettre dedans. Donc c'est un changement qui se fait juste au détriment des drafteurs, de ceux qui ouvrent les boosters pour ça. Et j'ai envie de dire que Magic, c'est un jeu qui est déjà suffisamment inaccessible. Enfin, c'est un jeu, c'est un peu un jeu de riche, Magic, on va pas se le cacher. Enfin, ça demande. Oui, carrément. C'est un loisir qui demande pas mal de temps et d'argent, mais notamment d'argent. Et ça va être plus difficile maintenant quand on est par exemple étudiant ou qu'on n'a pas de gros revenus d'entrer dans Magic par le limité, alors que je trouve que c'est une des portes d'entrée les plus sympathiques. Donc ça me déçoit. C'est rigolo que tu dises que Magic c'est un jeu de riche parce que à la fois il faut investir du temps et de l'argent. Or quand on voit les communautés qui sont assez perméables au proxy, alors non compétitifs et non officialisés par Wizard, mais avoir un bon niveau ne serait-ce qu'en local, mais sans vue de monter plus haut, enfin c'est beaucoup plus un jeu qui en soi demande quoi qu'il arrive beaucoup de temps au vu de
de l'histoire plus que de l'argent. Moi personnellement, Magic me fait plus peur de me relancer full time, enfin comment dire, en tant que TCG beaucoup plus principaux dans ce que je joue, à cause du temps, parce que les méta ont l'air d'être à rallonge. Enfin, la connaissance théorique pour ne pas se faire avoir à chaque fois que l'adversaire joue un truc demande énormément d'apprentissage, là où au niveau de l'argent, bon bah dans un local, si le proxy est autorisé, en vrai, bon. Là, ça demande toujours que l'adversaire dise OK pour un proxy, ce qui revient à moi j'ai acheté, donc j'ai envie que toi tu achètes. Il y a un côté un peu prise d'otage. Mais c'est l'éternel débat du proxy. Ouais. Mais dans un format où beaucoup plus casual, mais quand même avec du niveau, le jeu est beaucoup plus chronophage que financièrement phage, je sais pas comment dire. Financièrement déficitaire. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que pour en arriver au stade où tu commences à proxy tes cartes, bah faut déjà avoir investi ce temps en fait. Donc c'est difficile de rentrer à Magic et de commencer tout de suite à proxy des cartes parce que ça va se faire dans des formats comme le Commander ou le Cube qui sont un peu des formats d'initiés déjà. Généralement quand tu commences, bah tu vas acheter du produit quoi, ne serait-ce que pour connaître les cartes et aussi parce que tu n'auras pas les relations pour te prêter des cartes, hein. Ça c'est un truc qui vient après quand t'es un peu intégré dans la communauté, mais la barrière d'entrée moi elle me gêne parce que ça va exclure du jeu des catégories qui peut-être s'y seraient mises autrement. Moi j'avais mon senpai de Magic qui disait que pour lui le limité c'était vraiment le meilleur format de Magic. Bon, ça on s'entend, hein, mais c'est vraiment le meilleur format de Magic parce que tu fais toutes les phases du jeu de Magic. Tu vas apprendre à faire ton deck, faire un deck du coup à la volée, tu vas ensuite utiliser énormément plus la phase de combat que dans n'importe quel autre format. Et en ça, du coup, il disait que c'était vraiment un très très bon format. Enfin, en fait, c'est à la fois un très bon format pour débutants et à la fois un très mauvais format parce que en général, quand tu fais du limité et que tu débutes, bah, tu te fais casser la gueule, tu comprends rien à ce qui t'arrive, mais en même temps, c'est la meilleure manière d'apprendre, je pense, à jouer à Magic, quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que de faire une AP ou de faire un draft à Magic, parce que c'est vrai qu'en plus, maintenant que j'y pense, on a parlé de draft, mais là, on n'a pas parlé des avant-premières, parce que pour rappel, un pack d'avant-première, en tout cas, moi, je les vends 28 balles, dans lequel il y avait 6 boosters de draft, donc si on fait le calcul rapidos, ça fait 4 x 6, 24, 6 x 6, 36, ça fait 27, 60. Ça fait en gros, ça fait 28 balles, quoi. Et maintenant, avec des boosters, avec des play boosters, bah, ça fait passer un pack d'AP à 36 balles, 40 balles, quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est pareil, c'est encore plus une barrière d'entrée. Alors que c'est censé être le moment où tu découvres Magic, quoi. Les avant-premières, pour moi, ça a toujours été ça. En tant que joueur, mais aussi en tant qu'animateur de communauté. Ouais, et puis un autre aspect qu'il faut relier à ça aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est la possibilité de revendre ses cartes, hein, bien sûr, parce que les set boosters sont plus chers, mais en contrepartie, enfin ce qui est présenté comme une contrepartie, c'est que bah il y a plus de value dedans, donc les cartes tu peux les revendre et cet argent tu le récupères. Le fait est que parmi les nouveaux joueurs, il y a peu de gens qui revendent leurs cartes en fait. Ça aussi c'est un comportement de joueurs déjà enfranchised. Qui veulent dépenser du temps en plus pour refaire de la value comme ça. Enfin, c'est tout un aspect du jeu dans lequel il faut rentrer, dans lequel moi personnellement je suis jamais rentré, la revente de cartes. Bon, j'ai revendu des cartes en 18 ans, mais vraiment très peu, quoi. C'est pas pour ça que je joue, ça m'intéresse pas. Donc finalement, cette value que tu récupères, bah pour beaucoup ils la récupéreront juste pas, malheureusement. Mais c'est marrant parce que c'est souvent que je vois des joueurs débutants qui ouvrent des boosters et à côté t'as du coup des initiés qui sont autour et qui regardent un peu l'ouverture parce que tout le monde aime ouvrir un booster et tout le monde aime regarder des gens ouvrir un booster et t'as du coup le débutant qui va tomber sur un banger, genre une carte et là tout le monde est genre oh c'est trop bien, ça vaut trop cher, faut que tu la revends là comme ça tu pourras acheter des cartes. Et la majeure partie du temps le comportement du débutant c'est bah non en fait c'est une belle carte, c'est une carte qui est forte, je l'aime bien, je vais la garder en fait, je l'ai ouverte, j'ai pas envie de la vendre. Même si ça serait la décision logique ou pragmatique parce que ça permettrait d'avoir plus de cartes, t'es juste trop content en fait d'avoir ouvert ça et t'as envie de la garder.
Moi j'ai débuté à Origins, mais sur Kaladesh, je me souviens toujours d'avoir ouvert mon Dovinban foil, qui était une mythique foil du coup à l'époque qui vaut que dalle, mais j'aime trop cette carte quoi. C'est une carte que j'ai ouverte et elle me suit depuis que je l'ai ouverte et je la joue toujours dans mon deck Gorago et parce que j'aime cette carte en fait. Mais il y a cet aspect aussi un peu merde. Émotionnel. Ouais. Bon, vous avez compris. C'est dans un c'est une conférence de développeurs de jeux où il me semble que c'est Rosewater, un des game dev de Magic. Ouais. Le lead designer. Qui expliquait donc 20 leçons qu'ils ont appris en 20 ans. Si vous connaissez pas la vidéo, regardez sur YouTube, c'est extraordinaire. Il fait un top 20 et qui n'aime pas les top 20. Et en gros, il explique à un moment dans la création des cartes qu'il y a en fait deux types de joueurs. Il y a le compétitif et le casual. Et que il faut faire des cartes qui ont une identité soit pour l'un, soit pour l'autre, mais jamais faire entre, parce que sinon on se retrouve avec des trucs bizarres. Et je pense que dans l'ouverture de cartes, c'est la même chose. C'est qu'il y a ceux qui vont acheter pour un rendement, un côté très financier, calculatoire, et il y en a d'autres en fait qui, dans l'aléatoire, ils sont perdus en fait dans une immensité de decks possibles à jouer. Et donc en fait le booster est une réponse à qu'est-ce que je vais jouer. Tu ouvres un booster, tu chopes une carte qui t'évoque quelque chose et tu vas faire ton identité là-dessus. Moi quand j'avais recommencé à jouer aux alentours de Destin Reforgé, les cannes de Tarkir, il y avait une extension, mais je crois que c'est Origins qui est sorti à ce moment-là. Qui est sorti après, ouais. Ouais, après, où j'ai sorti un Jace Placewalker. Comment dire que j'avais juste envie de le jouer. Parce que il y avait un côté le destin m'appelle. Il est arrivé sur ma route, maintenant j'ai envie de le jouer parce que est-ce que voir le deck comme ça parmi une liste de 10 000 decks qui se ressemblent tous plus ou moins sans vraiment savoir ce qu'ils font et tout, que ça te donne envie de te lancer dans le jeu. Le booster vient un peu couper il y a trop de choix, bon bah tiens tu prends ça. Côté très destiné. Tu sais pas quelle couleur jouer, bah tu lances un D5 et puis ça fait rouge vert etc. Enfin, ça fait rouge vert bleu blanc noir et puis tu prends ce qui tombe quoi. Il y a je sais plus comment ça s'appelle cette technique de draft où tu drafts ce qui te vient aussi. Rafraîchis-moi la mémoire JE. The hard way. The hard way, oui, tout à fait. Ouais. Plutôt que de forcer un archétype, c'est de prendre ce qui te vient quoi. Ouais, bah c'est vrai que en compétitif on fait ça aussi finalement. Enfin, c'est de la manière reine de drafter, en tout cas de mon point de vue. Et ouais, tu ouvres une rare et même si t'as des préférences de couleurs avant d'ouvrir le booster, bah tu vas t'adapter à ce que t'ouvres et... Alors, moi je me souviens d'une série d'épisodes de contre-draft où on disait qu'il fallait pas se marier avec son premier pick. Non, mais pas que le premier pick, bien sûr. Non, je plaisante. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, bah effectivement, j'avais pas remarqué à quel point c'était similaire comme approche alors que les raisons sont pas du tout les mêmes derrière. Oui, c'est rigolo. Enfin, j'ai juste fait ce parallèle-là et du coup, je trouvais ça marrant. Le dernier aspect que je voulais donner sur le côté financier, c'était le prix de la boîte. Parce que bordel de merde, les boîtes de 7 boosters, bah, c'est 30 boosters, donc ça fait du coup 30 x 6, 180. Avec réduction à la discrétion évidemment du revendeur. Une boîte de Play Booster, du coup ils reviennent sur le modèle, enfin ils gardent le modèle en fait des Draft Boosters, du coup une boîte de 36, ce qui fait du coup une boîte à 216€, évidemment avec la réduction du revendeur pour un booster à 16 balles. Mais du coup, il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, enfin il n'y a pas plusieurs questions qui se posent, mais il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première c'est, déjà de base, les gens achetaient moins de boîtes parce que l'augmentation du prix des boosters fait que c'est une augmentation du prix de la boîte et du coup t'as moins envie d'acheter une boîte, ce qui paraît logique parce que c'est plus important en fait comme somme à poser sur la table. Mais l'autre truc qui me dérange aussi, qui est vraiment stupide, c'est pourquoi 36 ? Ouais, c'est une bonne question ça, parce qu'on a besoin de 24 boosters pour drafter techniquement. Donc un truc qui pourrait être fait, c'est descendre le nombre de boosters dans une boîte à 24 pour garder un prix qui soit pas beaucoup plus haut que même peut-être plus bas que
que le précédent, j'ai pas fait les calculs, et les joueurs de draft seront contents de pas avoir des boosters qui traînent. Après, j'imagine que la stratégie, c'est aussi de forcer les gens à acheter plusieurs boîtes s'ils veulent utiliser tous leurs boosters pour drafter, mais je sais pas si ça fonctionne vraiment. C'est la technique de la raclette, c'est-à-dire qu'il te reste du fromage, du coup tu rajoutes du jambon, et donc en fait t'es obligé d'acheter 2 boîtes par 2 boîtes. Ouais. Ils sont malins. Et, moi je donne une idée à Wizard, au pire ils font des boîtes de 25 boosters. Je pense que du coup t'es obligé d'acheter genre trop de trucs. Et le conditionnement il est horrible. C'est un peu gros là quand même. Ils te le mettent dans une enveloppe craft à côté. En plus 25 c'est même pas pair, c'est horrible. Le conditionnement il doit être horrible dans la boîte, c'est genre ça fait 5 x 5, tu t'empiles. Ah merde, j'ai même pas envie d'y penser. Mais non en fait vraiment 36 c'est genre 3 x 8 24, du coup ça veut dire qu'il te reste 12 boosters, donc au pire ça te fait ta dotation mais c'est bizarre 12 boosters. Si tu veux du coup faire 4 drafts, enfin si tu veux tomber sur un nombre juste, du coup il te faut 4 boîtes pour faire du coup... Non, 3 boîtes pardon. Ah non 2 boîtes, je dis vraiment de la merde. Non du coup il faut que 2 boîtes. À 2 boîtes, tu fais 3 drafts, c'est ça. Ouais, ok, bon, d'accord, je dis vraiment de la merde. Et si tu veux faire du scellé, bah, tu fais 6 joueurs, en fait, avec une boîte de 36, tu fais même pas 8 joueurs. Ouais. Bon, le scellé, on fait un peu plus qu'on veut, mais c'est quand même mieux d'avoir 8 joueurs quand tu fais de la ronde suisse pour avoir des vrais matchs, quoi. C'est... Bon, voilà, encore une fois, c'est des super techniques intelligentes. C'est pas, tiens, ça me fait penser au Jumpstart Booster, bon, ce truc évidemment dont tout le monde se souvient, pas les boosters Jumpstart, mais les Jumpstart Boosters, ils sont conditionnés par 18. Sachant que t'es censé en ouvrir 2 pour pouvoir faire un deck, le mélanger et jouer. 18 ça fait 9, hein, et du coup ça marche pas du tout. Ah, c'est si bizarre. C'est vraiment, c'est vraiment cette technique de, bon je suis pas sûr que Wizard ils veulent vendre du fromage, mais ouais, c'est vraiment ce côté j'ai plus de pain, je veux du fromage, et du coup j'ai du fromage, je veux du pain, enfin bref. Bah, la prochaine update, je pense que ça va être les playbox, et du coup ils auront des chiffres beaucoup plus rationnels, je pense. Pour être dans cette idée de on a créé un problème et maintenant on le fixe. Bon. Pas tout en même temps, sinon après il n'y a plus d'actualité dans le futur. On a déjà assez d'actualités comme ça, genre en une semaine on a eu les Play Boosters, Fallout, Xalan et Marvel, je pense qu'on va se calmer un peu. Alors, ça c'était la première moitié du podcast. Félicitations messieurs, vous avez réussi à survivre. Vous avez réussi à survivre à la moitié. Le vrai sujet, moi, qui m'intéressait, au-delà d'évidemment de rebondir sur le côté Play Booster et tout cet aspect-là, c'était un aspect qui me travaille depuis déjà quelques temps. Bon, moi je travaille en boutique de jeux et quand on me demande ce que je fais dans la vie en général, je dis soit que je suis ludicaire, soit que je vends du carton emballé dans du plastique. Et c'est un sujet qui me travaille beaucoup parce que bah, c'est littéralement ce que je fais, et du coup j'ai pas l'impression, d'un point de vue écologie, je suis pas dans le top tendance des métiers, on va dire. Bon, après je vends pas des NFT ou du pétrole, donc ça va, mais du coup le booster, la carte à collectionner, juste pour situer les choses, on parle d'une carte en carton qui est emballée dans du plastique, du coup dans un booster, qui est emballée dans une boîte en carton, qui elle-même est emballée dans du plastique, qui elle-même est mise dans un carton, et en général il y a du scotch aussi. Et à la rigueur c'est posé sur une palette, et la palette en général elle est filmée. Donc autant dire que bilan carbone d'un booster c'est dégueulasse, en plus du transport évidemment. D'un point de vue collection / limité pour Mathis et JE, c'est quoi votre... Est-ce que vous êtes dans le déni total quand vous ouvrez un booster, ou est-ce que vous avez quand même cette petite pensée pour l'écologie ? Vas-y, à toi JE, toi le mien. Non, j'allais dire un peu des deux. Enfin, évidemment, je suis en grosse... Comme beaucoup de joueurs de Magic qui s'intéressent à ces questions, je suis un peu en dissonance cognitive là-dessus. Genre, je sais que mon activité est polluante à plein de niveaux, et en même temps, c'est ce que j'ai choisi de faire de ma vie à 18 ans, et c'est dur de complètement switcher pour être en accord avec soi-même. J'ai pas envie de le faire, quoi. Mais je pense qu'on pourrait quand même faire des petits progrès par-ci par-là pour rendre pour diminuer les quantités d'emballage. Ne serait-ce que un truc qui me vient là comme ça maintenant, qui se rattache à ce qu'on disait avant sur alors pourquoi on achète des boosters et en quelle quantité ça a du sens de les acheter. Il pourrait faire des trucs genre un set de draft en fait, où t'achètes 3 boosters qui sont emballés dans un seul emballage, puisque de toute manière tu vas drafter avec, genre avec des séparateurs entre les
entre les boosters, un peu comme on fait en cube finalement. Genre quand tu prépares tes boosters de cube, bah tu fais 3 fois 15 cartes avec des séparateurs dans une même boîte ou un même emballage quelconque et voilà, et la personne elle ouvre ça et ça va lui servir à drafter. Et je pense qu'il y a plein de petites optimisations qu'on peut faire, mais ça a pas l'air d'être une énorme priorité pour eux. Mathis ? Le problème avec le plastique, en vrai, un plastique propre, entre guillemets, bon, je sais que ça fait quand même grincer des dents, mais ce serait de le consigner. Mais bon, est-ce qu'on consignerait un booster et après on le renverrait à Wizard et ils te le remplissent comme si c'était une bouteille d'eau Franchement. En vrai, Franchement, de toutes les pistes que j'avais, je pense que c'est une des meilleures. Parce que j'adore les consignes en fait. Je trouve ça tellement malin. C'est rigolo, mais après, ce serait sous quelle forme? Après, on peut se dire, ok, on va diminuer la quantité de plastique qu'on met dans un booster parce que t'as des boosters qui sont en papier sur lesquels après on a un pelliculage. Enfin, même tes cartes, de toute façon, carton, elles ont du plastique en elles-mêmes, ne serait-ce que le foil, mais aussi si elles sont vernies ou si elles ont une finition. De toute façon, du plastique, ça a imprégné un peu toutes les strates de ce que tu avais décrit tout à l'heure, entre du carton dans du plastique qui est dans du carton qui est dans du plastique. Quoi qu'il arrive, même le carton est en plastique. Mais par exemple, je pense à des TCG qui ont des finitions un peu moins plastiques dans leur booster. Par exemple, je pense à Flesh and Blood qui a un feeling assez particulier. Quelque part, il y a un côté un peu, j'ai pas envie de dire amateur, mais un peu moins quali. Un peu plus fait maison, enfin, et quelque part ton booster, c'est ton emballage c'est ton vendeur silencieux, et s'il brille pas, s'il est pas de flamboyant, bah, la personne qui est pas dans le jeu, il va pas forcément vouloir commencer en achetant ton truc qui brille pas. Bah, des solutions que j'ai vues, en tout cas, des choses qui se font beaucoup dans le jeu de société en ce moment, c'est plus d'emballage plastique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de film plastique autour du jeu, mais tu as vraiment juste la boîte et tu as 2 autocollants en gros qui scellent la boîte pour éviter qu'elle s'ouvre, évidemment pendant le transport. Hein, on va pas se mentir, il faut faire gaffe à ça, quoi. Mais le problème, c'est que bah, là, le problème qui est amené, en tout cas pour le jeu de société, c'est que bah, tu es obligé de coller ton étiquette sur le jeu. Enfin, je suis obligé de coller mon code barre sur le jeu, ce qui fait que du coup, bah, les gens quand ils rentrent chez eux, ils ont pas forcément envie d'avoir le prix et l'étiquette du jeu dessus, quoi. Donc c'est chiant. Et puis le jeu va se rayer plus facilement. Enfin, ils ont fait ça sur l'Orcana, c'est-à-dire que les boîtes étaient scellées avec des autocollants, elles n'étaient pas filmées complètement. Et déjà, quand on voit ce que ça donne sur Magic, avec des gens qui s'amusent déjà à refilmer des boîtes avec du film plastique qu'ils arrivent à trouver brandé Wizard of the Coast. Je sais que sur l'Orcana, il y a eu des problèmes où il y a des boîtes qui ont été ouvertes et qui ont été ouvertes puis refermées, et du coup ça pose des problèmes de sécurité entre guillemets. Donc je suis pas sûr je sais pas en fait dans quelle mesure c'est une bonne idée. Et sinon l'autre idée, bah tu parlais de Flesh and Blood, ils ont des boosters en papier. Ils ont commencé à faire ça aussi à Magic avec les boosters qu'il y a dans les packs d'avant-première qui sont des boosters en papier. Mais le problème du booster en papier, en fait, c'est que bah ça vieillit mal entre guillemets, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, à être manipulé, à être montré à des joueurs qui veulent voir à quoi ça ressemble, des trucs dans le genre, bah, au bout d'un moment, bah, c'est froissé, c'est un peu plié, du coup, bah, c'est pas vendeur, en fait, c'est pas sexy, un booster en papier, ça donne pas envie, c'est pas brillant comme les boosters de Magic qui sont, ou des boosters de Pokémon, ou n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'on a pas de... Vas-y, à toi, Gilles. Merci de me donner la parole à chaque fois. Non, j'allais dire que peut-être les boosters papier, c'est moins adapté à la collection du coup, parce que tu peux pas les conserver aussi longtemps. Mais pour quelqu'un qui veut drafter et juste ouvrir ses boosters dès qu'il les reçoit, bah ça marche très bien. Hein. Carrément. Hein. Donc il y aurait éventuellement une... Enfin bon, on a unifié les boosters maintenant, donc pas de bol, c'est trop tard. Mais mais il y aurait pu avoir une différence de packaging à instituer selon l'usage. Ouais, carrément. Et même, ne serait-ce que pour des événements comme ceux auxquels tu as participé, à savoir les Worlds, je pense que ça pourrait être malin, tu vois. En fait, que ce soit pas des produits qui soient accessibles en fait au grand public, mais juste pour dire, t'es organisateur de tournoi, et ben on t'envoie des boîtes qui sont faites pour être draftées. Ouais. Et pour les Worlds, et ben on sait que vous allez faire du limité. Là, de souvenir, les 2 formats c'était draft et standard. Et ben pour vos rondes de draft, on vous propose des boosters spéciaux qui sont faits exclusivement pour ça, parce qu'on sait que vous allez en ouvrir une chier, et du coup, et ben ils seront en papier. Comme ça, au moins, on sait qu'ils seront un peu plus recyclables que ceux en plastique, quoi. Ouais. Même si c'est pas une solution de ouf, ça fait un peu de greenwashing en plus.
Allez, hop, Ouais, bah ça... voilà, ça règle pas tous les problèmes, mais je pense qu'il pourrait justifier ce genre de truc. Genre même si c'est un peu moins flashy, un peu moins sexy visuellement, s'il le présentait comme une initiative écologique de grande ampleur, quelque part ça ferait vendre aussi. Hein, peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être on se laisserait attraper par ça, mais ce serait un progrès aussi léger soit-il. Je me demande si quelque part aussi, en plus de ce côté flashy, joli, le plastique ne revêt pas aussi une dimension d'authentification. C'est-à-dire que déceler du plastique est beaucoup plus complexe que déceler quelque chose qui serait en papier. Parce qu'en papier, si ta colle elle est pas bonne, tu peux, avec plein de techniques, avec de l'eau, avec de la vapeur, avec de la chaleur, tu peux venir décoller et puis c'est reparti. Alors que comme tu es sur du plastique, tu le fais fondre, donc en fait tu le fusionnes, tu fusionnes chaque partie de ton booster, donc tu es obligé, comme un seau d'identification, en fait tu es obligé de briser ton booster. Ouais, ça fait un peu un seal of approval, quoi, ou un saut de cire, un truc dans le genre, quoi. Ça serait stylé quand même d'avoir des boosters en papier avec un saut de cire dessus, Wizard of the Coast. Alors je pense qu'en termes de production et de production et de transport, ça doit être la merde, mais ça serait la classe. On pourrait avoir ça pour les Worlds quand même, dans l'histoire d'avoir un truc un peu classe. Mais moi j'ai pensé ça directement aux Worlds, parce que quand tu vois qu'au JO, t'as des gens qui arrivent à tricher avec le soutien d'organisation, tu te dis, imagine, je suis parti en théorie du complot, c'est parti, mais qu'est-ce qui te dit que t'as pas quelqu'un qui va venir modifier ton draft parce que t'as la possibilité, t'as une plus grande facilité à ouvrir, remettre en ordre l'aléatoire pour... Alors, juste pour resituer, nous, quand on draft au Worlds ou au PT, la manière dont ça se présente, on s'assoit à la table et les boosters sont déjà ouverts. En fait, on n'ouvre pas le booster en plastique au début du draft. Okay. On a les 15 cartes qui sont en pile face cachée sur la table, avec une sorte de ruban en papier autour pour distinguer les packs les uns des autres. Et donc quand on s'assoit, c'est déjà présenté comme ça, et tout ce qu'on a à faire, c'est déchirer le petit ruban en papier et on a les cartes en main directement. Donc ces manipulations éventuelles pour altérer le contenu des boosters, elles auraient pu être faites avant sans qu'on n'en sache rien. Mais c'est les arbitres qui préparent les boosters pour nous. Enfin, de ce que je comprends, c'est les arbitres qui s'en occupent. Et donc voilà, à un moment donné, il y a un acte de foi, quoi. Tu pars du principe que les arbitres vont bien faire leur boulot et pas altérer quoi que ce soit. Après, ça me fait penser aussi que j'avais rencontré des distributeurs de jeux de société. Donc là, on sort de la niche dans le jeu de société du TCG pour être sur quelque chose de beaucoup plus gros. C'est que d'un point de vue écologique, le jeu de société, certes, il y a du plastique. Mais la question est quelle est la récurrence avec laquelle tu vas racheter un produit. Parce que si tu achètes 1 kilo de plastique, un produit qui a 1 kilo de plastique, mais que tu l'achètes une fois dans ta vie, bon, ok, t'as jeté 1 kilo de plastique, mais mieux vaut ça que d'acheter un produit tous les mardis qui t'en fait consommer 10 grammes. Ça fait 100 jours. Ça va. Ça fait 100 semaines. Ça fait 100 semaines, 10 grammes de plastique divisé par 1 kilo. Donc c'est bon, on est ok. Ça va, mais ça doit être énorme, 100 semaines, ça doit faire une vie au moins. Bah non, 100 semaines ça fait 2 ans. Mais le jeu de société de base est très est pas si polluant, on va dire, que ça. Enfin, en tout cas, l'impact du plastique. Et je sais pas si vous savez par exemple que il y a une vidéo de Syllabus qui était extraordinaire sur le plastique sur les concombres. Et que en gros, si tu mets du plastique sur les concombres, c'est que c'est plus rentable et plus écologique de mettre du plastique parce que ça permet de le préserver plus longtemps, que de le laisser pourrir, enfin de maturer trop vite. Et du coup, certes, il y a du plastique dans l'équation, mais des fois, plastique dans l'équation ne veut pas forcément dire le pire des choix. Si ton booster il est sous sleeve, enfin si il y a du plastique et tout, ça permet aussi d'avoir moins de retour produit parce que tu as quelque chose qui est plus standardisé au niveau de la qualité en boutique. Moi, mon plus gros problème dans les TCG, si on veut aborder l'écologie, c'est pas forcément le plastique. En fait, ce serait le carton. C'est-à-dire que dans un set où tu as 100, 200, 300 cartes, enfin, peu importe ton jeu, tu as un nombre mais considérable de cartes que
tu n'en veux pas, ça ne te sert à rien. Quand tu regardes par exemple, je pense que la chose qui cristallise le plus ce fait, c'est que tu peux regarder des vidéos de unboxing, enfin d'ouverture de booster, et les mecs qui sont les plus impatients, ils vont t'ouvrir un booster de 10 cartes, ils t'enlèvent les 8 premières, ils te retournent les 2 dernières, parce que tout ce que les gens veulent craquer dans un booster, c'est les 2 dernières. Ironiquement, celles qui ont le plus de plastique. Bah les autres qui sont devant, c'est des cartes que tu vas retrouver si tu ouvres une case en x50, en x500, enfin, dans des quantités que tu ne veux pas. Et comme tout le monde les a eu, en plus c'est des cartes qui n'ont pas forcément de valeur et de débouché sur le marché secondaire. Donc bah tu te retrouves à leur trouver le seul destin facilement accessible après, c'est de les mettre à la poubelle parce que tu peux pas non plus tout stocker, quoi. C'est le même dessin qui est réservé au draft shaft au final. Ça me rend fou, ça. Enfin, moi, j'arrive pas à regarder des vidéos d'opening parce que je suis pas du tout le public cible, mais quand je regarde ça, j'ai envie de me dire, mais toutes ces cartes que tu mets de côté comme si elles avaient aucune valeur, en fait, pour moi, elles ont un nom de la valeur. Quand tu ouvres un booster pour drafter, bah toutes les cartes, elles servent à quelque chose, en fait. Alors, peut-être pas toutes, hein. Il y a toujours un très faible pourcentage de cartes que tu vas jamais jouer dans un deck de limité, mais ce pourcentage, il est en constante diminution. Genre, ils ont peu à peu raffiné leur processus de design de façon à ce qu'il y ait très très peu de cartes vraiment injouables en limité. Et du coup, moi, je les aime en fait toutes ces cartes. Je vais en faire quelque chose, ne serait-ce que le temps de 3 heures et ouais, c'est dommage de. Ouais, moi ça me rend malade aussi. Comme si elles n'existaient pas. Ouais, l'objet booster, moi, c'est quelque chose vraiment que je. À part en tant que pièce de jeu, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et je n'ouvre plus de booster maintenant, à part de temps en temps, histoire de dire quand on m'en offre un ou juste histoire de dire quoi. Mais c'est vraiment quelque chose que je n'arrive plus à ouvrir en fait pour le plaisir d'ouvrir parce que je sais qu'il y a dedans, il y a 80% du booster que je vais pas utiliser et ça me saoule. Donc, enfin, bon, bref, peu importe. Il y a juste pour revenir à cette histoire de mauvaises cartes et de pourcentage de cartes qui sont pas jouables en draft. Il y avait Spice Track qui avait fait une très très bonne vidéo que je vous recommande sur qu'est-ce que c'est une mauvaise carte. Et c'est une vidéo qui était, enfin voilà, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, qui est sortie il y a très longtemps. Alors, on va essayer de rester cadré, de rester sur 1 heure de podcast. Il y avait un dernier sujet que je voulais vraiment aborder, qui était une des raisons aussi pour laquelle j'avais invité Mathis à la base, qui est du coup le JCE. Le JCE du coup à l'inverse du JCC en français, du coup jeu de cartes à collectionner et jeu de cartes évolutif. Une des premières solutions que j'ai en tête en fait pour me dire écologie et TCG, c'est repenser le jeu. C'est-à-dire plutôt que d'acheter des boosters aléatoires, alors, évidemment il y a tout le monde qui va criser, tous les accros à l'endorphine et moi le premier, ils vont criser, mais plutôt que d'acheter du coup un booster plutôt que d'acheter un booster aléatoire pour avoir des cartes dedans et du coup en ouvrir plein parce que du coup si t'as pas les cartes que tu veux, pourquoi est-ce que le produit ce serait pas je veux acheter l'extension Ixalan, j'achète le full set pour X euros, allez 200 balles, allez, disons c'est cher mais pour 200 balles j'ai toutes les cartes Ixalan en version classique normale et tout, et si je veux drafter je le fais en ligne parce que du coup comme ça il n'y a pas de déchets en fait. Il n'y a pas d'ouverture de booster, il n'y a pas de cartes qu'on va jeter, pas de draft shaft qu'on va jeter. C'est vraiment juste. Il y a ce côté en fait à la fois jeu, donc on draft, on fait du scellé et tout. Et il y a ce côté aussi, si je veux les cartes, je les achète et je les ai en fait, et c'est tout. Et c'est comme ça qu'a fonctionné par exemple le reboot de L5R, donc la légende des 5 anneaux. C'est comme ça qu'a fonctionné Netrunner. C'est comme ça qu'ont fonctionné d'autres TCG, enfin d'autres JCE du coup, mais j'ai pas en tête d'autres JCE. Il y a Saint Seiya qui est sorti il y a quelques années. Il y a un Chevalier du Zodiac Saint Seiya qui est sorti. C'est quoi ton avis là-dessus, JE? Qu'est-ce que tu penserais du coup d'avoir ce modèle où si on veut drafter, on va en ligne par exemple, ou quelqu'un construit le cube de l'extension par exemple, ou des trucs comme ça? Ouais, là j'ai il y a deux trucs en moi qui s'affrontent. D'un côté, je suis obligé de reconnaître que écologiquement ça aurait plus de sens, et de l'autre côté, ce que je préfère à Magic, c'est l'expérience de draft en papier. Genre c'est vraiment pour ça que je joue. Quand j'ai pas de tournoi à l'horizon, c'est ce que je fais de mon temps. Je fais des cubes en réalité, donc c'est compatible. Mais
Mais si c'était institué comme manière unique de drafter, donc online, je ne jouerais plus qu'en cube en fait. Parce que moi ça m'intéresse beaucoup moins de jouer sans avoir les cartes entre les mains. Je pense qu'un autre aspect sur lequel on pourrait progresser, même si c'est pas du tout la tendance actuelle, c'est la quantité de... Enfin, on édite énormément de cartes en ce moment, genre il y a toujours des nouveaux sets qui sortent et on est dans un modèle de renouvellement constant du jeu, à un point tel que personne arrive à tenir le rythme d'ailleurs des sorties. Alors qu'en réalité, les vieilles cartes et les vieilles éditions, il y a énormément à en tirer en fait. Moi, un truc qui me sidère un peu, c'est qu'on n'utilise pas plus les anciens formats, notamment pour faire des combinaisons entre eux en fait. Genre une initiative qui marche vachement bien, c'est la 7 roulette. Donc c'est, je sais plus qui organise ça, mais ils créent des formats artificiels en fait de construits où ils assemblent des éditions un peu random de l'histoire de Magic pour faire un nouveau format. Et ça marche super bien et ça provoque de l'innovation et les gens veulent casser ces formats-là qui n'ont jamais existé en fait, et il n'y a pas besoin d'éditer de nouvelles cartes pour faire ces formats-là. On fait du neuf avec du vieux en fait. Et ça c'est un truc qui pourrait être beaucoup plus généralisé, parce que les sets à Magic on en a des dizaines et des dizaines. Il y a plein de combinaisons qu'on a encore jamais explorées, que ce soit en construit ou en limité. Donc finalement alors évidemment ça fait pas de thunes, donc économiquement faudrait complètement transformer le modèle, mais je pense que c'est aussi une direction à explorer. Ça se rapproche un peu de ce qu'on fait en cube, hein. On réutilise plein de cartes de l'histoire de Magic et on en fait un nouveau format intéressant avec ses particularités inexplorées. Mais ouais, bon, je me suis un peu éloigné de ta question, mais non, mais j'aime beaucoup ta réponse, parce qu'effectivement c'est intéressant. En fait, j'essaie de réfléchir. Ma question, enfin mon point de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut repenser le jeu d'un point de vue plus psychologique en fait. Et je pense que j'apprends à personne qu'il y a plus de 25 000 cartes à Magic. Je pense qu'on a déjà largement ce qu'il faut pour jouer en fait. Ouais, on a ce qu'il faut pour jouer pendant des décennies en fait, sans se lasser, à condition de trouver des manières un peu originales de définir les formats finalement. Je vais revenir quand tu disais que dans un JCE, ce qui pourrait manquer du coup c'est un draft. Vous connaissez Lord Android Netrunner, parce que Android Netrunner qui est un JCE qui a été édité par Wizards of the Coast chez FFG. Et ils avaient un format qui n'est jamais sorti en français, mais donc JCE, mais avec des boosters de draft qui te permettaient d'avoir en fait l'expérience à la fois d'avoir un full set. En tant que collectionneur, t'es content parce que t'as toutes les cartes. D'un point de vue de joueur, si dans 5 ans d'un coup il y a une nouvelle mécanique qui sort, ah non, cette carte à 2 centimes là maintenant coûte 10€, ah c'est chiant, non, tu l'as déjà. Et en plus tu l'as en x3, donc pile ce qu'il te faut pour rentrer dans ton deck. Tu l'as pas en x700 parce qu'à l'époque t'as ouvert je sais pas combien de boosters, donc c'est pas des trucs que t'as acheté. Enfin, il y a, comme ton jeu est beaucoup plus fermé, déjà tu sais, personnellement en tant que collectionneur, je sais quelle place ça prend chez moi comme jeu, et je sais qu'il n'y a pas ce côté piège de bon allez je vais ouvrir un nouveau TCG, ah non ça prend déjà 3 pièces chez moi, bon je suis obligé de revendre ou de jeter parce que ça n'a aucune valeur. Le format JCE et draft sont des choses qui existent et qui ont été prouvées comme deux formats qui peuvent coexister. Mais Mathis, pourtant Netrunner ça s'est arrêté, donc ça veut dire que ça marchait pas. Alors ça n'a pas été arrêté parce que ça ne marchait pas, ça a été arrêté parce que Wizards of the Coast n'a... Alors j'ai 2 théories. Soit la personne qui était en charge des IP, enfin des droits de licence, c'était un stagiaire et ils l'ont viré, ou ils ont oublié de suivre le dossier et du coup ils ont oublié de re-signer, ou soit ils en avaient juste rien à foutre. Et du coup le jeu, ils avaient pas de licence, ils pouvaient plus continuer. Mais il se trouve qu'il y a une communauté indépendante et autonome qui a repris le jeu. Et donc tu te retrouves en plus avec plein de formats, et ça va me permettre de rebondir là-dessus. Un des formats qui a été fait par Nisei, l'organisme qui reprend Netrunner de façon
communautaire. C'est un format random. J'ai plus le nom, mais le principe c'est t'as une saison, ils vont tirer au hasard des extensions, et disons que les extensions font à peu près 20 cartes, et ton nouveau set, c'est ces extensions qui sont mélangées entre elles. Ouais. Et après tu te démerdes. Donc des fois t'as des cartes qui sont super puissantes parce que dans le format elles avaient accès à autre chose. Elles deviennent complètement useless parce que tout l'engine n'est plus complet, est complètement cassé. Mais ça donne des choses qui sont super intéressantes. En plus, il n'y a plus de banlist, du coup, vu que la banlist, tout ce qui n'a pas été tiré au sort. Ouais, c'est ce que tu Ouais, disais. C'est ce dont tu parlais un peu, JE, quoi. C'est la même idée. C'est le même concept, ouais, et ça marche vraiment super bien. Genre, au-delà du tournoi, de la série de tournois que je décrivais, je sais qu'il y a des créateurs de contenu français qui ont déjà lancé des tournois dans ces formats-là pour le fun. Que ce soit Thierry a fait un tournoi comme ça, je crois. Charles et Théo, leur premier tournoi du podcast, c'était un format. Ouais, c'était un format custom bizarre où on pouvait jouer Wilderness Reclamation, mais avec des cartes qui avaient jamais été jouées avec en standard. Donc et en termes de boost de créativité, c'est génial. Enfin, pour les joueurs un peu qui ont de la bouteille comme moi, qui aiment bien aborder les nouveaux formats, ça met vraiment à profit tout ce que tu peux savoir sur le jeu. Genre, tu vas chercher à identifier très vite les meilleures cartes, sauf que tu les évalues pas à partir de rien. C'est pas des nouvelles cartes que t'as jamais jouées, c'est des cartes que t'as jouées dans des contextes différents. Donc je trouve que ça fait vraiment bosser ton cerveau d'une manière intéressante. Et on va reboucler du coup sur... Enfin, on va terminer... Enfin, je vais terminer du coup avec une réflexion. Ce que j'aime bien, ce que tu viens de décrire, c'est que pour moi, c'était littéralement l'essence du Commander. C'est-à-dire que à tous les sets, bon, il y avait des cartes, etc., mais il y avait surtout de temps en temps, il y avait des nouveaux commandants qui apparaissaient, et du coup, ça te permettait de revoir toute l'histoire de Magic et de te dire, putain, mais cette commune, personne l'avait jamais vue avant, personne l'avait jamais joué avant, et maintenant, en fait, c'est une trop bonne carte dans ce deck-là, parce que elle va avoir une synergie de ouf avec mon commandant, elle va avoir une synergie dans la stratégie que mon commandant va proposer, etc. Ce qui est plus le cas maintenant, parce que maintenant, il pousse du design qui est complètement con et complètement pété, mais il y avait un peu ce côté-là à chaque nouvelle extension de se dire putain, on regarde les créatures légendaires et en fait à chaque fois c'était toujours le monde un monde de possibles qui s'ouvrait à chaque fois et c'était vraiment hyper chouette quoi. Enfin, en tout cas moi c'est ouah putain ok, je suis un peu nostalgique de cette époque. Oh voilà. Est-ce que vous voulez terminer sur une petite réflexion ou est-ce qu'on passe à l'outro? Je sais pas si ça a propos, enfin c'était plus une petite digression sur ce qui avait été dit avant, mais au niveau des play boosters. Mais il y a un truc qui pourrait être fait, c'est que tu divises tout par deux, c'est-à-dire que, enfin moi il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé quand j'ai joué en OCG à Yu-Gi-Oh, donc au Japon. Toute l'économie est totalement différente parce que les formats, les boosters et tout est différent. Les boîtes. Non, je crois que le seul truc qui est en commun, c'est que les displays ont le même nombre de boosters. Mais sinon, tes boosters sont 2 fois plus petits. Au lieu d'avoir 9 cartes, t'en as 5. Pokémon, c'est pareil, au lieu d'en avoir 9, t'en as 7. Mais mécaniquement, ton booster, il est aussi moins cher. Et quelque part, quand t'es collectionneur et que ton but, c'est juste de craquer un truc parce que compulsivement, j'ai envie de craquer, ok, le produit, il est tout aussi clean que ailleurs. Parce que même quantité de plastique. Mais par contre, tu hits tellement plus vite une carte belle, parce que déjà t'as plus de raretés différentes, t'as plus de belles raretés, que en fait, en France, si t'as envie de te dire, ok, dès que je top une carte qui coûte 5 balles ou plus, j'arrête. Bon t'as acheté tout ta display, t'es pauvre et tu repars avec un lot de consolation de 5 euros. Au Japon, t'achètes 2 boosters à 150 yens, ça fait quoi? Ça fait 2 euros. Et j'ai déjà genre une des chase cards les plus recherchées. J'aime beaucoup l'économique, en tout cas dans les TCG japonais, qu'ils ont au Japon et qu'on a très très mal nous en France, qui fait que d'un point de vue collectionneur et gambling, enfin surtout ce côté-là, tu craques moins en fait. Tu vas moins dans des folies de allez hop, je brûle mon PEL, je veux cette carte. Tu l'as en 3 boosters parce que t'as moins de cartes, que t'as plus de hits. Ça pourrait être une des alternatives, c'est que ton booster coûte aussi cher mais t'as moins de cartes. Ça peut être contre-intuitif et je pense que ça peut faire grincer des dents, mais
Personnellement, moi, je serais pas contre en tant que collectionneur. En vrai, ils ont essayé ça avec les boosters épilogues de March of the Machine et ça a pas du tout pris. Je crois que ça a été une grosse déception. Je sais pas je sais pas c'est quoi ton avis, JE, sur les épilogues boosters, mais... J'ai à peine regardé Parce qu'en plus, le contenu. c'était pas jouable en limité en plus. Il y a eu... On parle d'Aftermath là, c'est ça? Ouais, Aftermath, ouais. Ouais, ils ont lancé le format en limité sur Arena pendant un moment, mais tu sais, c'était comme les formats Alchemy en fait. C'était le set March of the Machine avec quelques cartes Aftermath saupoudrées dans les boosters, et finalement ça changeait quasiment rien au format. Ok. Et nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, un manga, un plat, une bière, un dessin de votre nièce, ce que vous voulez. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi, les gars? Vas-y, je te laisse commencer. Ah, le traquenard, attends, non, je te laisse commencer. un truc, n'importe quoi. Android Netrunner. Alors Android Netrunner parce que je suis retombé il y a quelques mois dans le jeu. La boîte trônait dans mon bureau au-dessus de moi, me regardait. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas dépoussiéré et il y avait un côté joue-moi. Et je sais pas pourquoi on m'a poussé à retomber dedans. J'ai découvert le côté communautaire et je trouve que le jeu est devenu de façon un peu méta et un peu compliqué, l'inverse de ce qu'il décrit. C'est-à-dire que dans un monde cyberpunk où les corpos prennent le pouvoir et tout, là on se retrouve en fait avec un jeu qui a été repris, repossédé par sa communauté contre une corpo qui a été Wizard, qui n'a pas voulu que le jeu ait un futur. Le jeu a une aura professionnelle alors qu'il est géré par... Enfin, en tout cas pas par la boîte d'origine et par des gens qui se sont fait les armes sur le redesign de cette suite compatible avec Android Netrunner qui est le projet Nisei. Et moi je dis, un jeu aussi atypique mériterait d'être testé parce que rien que pour la mécanique de jeu asymétrique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas deux mages ou deux combattants qui s'affrontent en ayant tous les deux les mêmes capacités pour l'emporter. Il y a un côté bonjour, je suis la méga corpo, bonjour, je suis le petit runner. Toutes les conditions de victoire sont chez la corpo, donc le runner, le pirate, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir voler la corpo. Et donc il y a ce côté attaque-défense que je trouve très rafraîchissant, alors que le jeu est sorti il y a déjà 10 ans. Je n'ai jamais trouvé de jeu qui avait une approche aussi sympathique du jeu asymétrique. Foncez. C'est très flavor. Les mécaniques sont ultra flavor, c'est très agréable. Moi j'aime bien ce côté-là. Vas-y, JE. Ok, c'est à moi. Vous avez déjà parlé d'Altered sur ce podcast ou pas? Non, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Mais Ok. j'enregistre avec Charles dimanche. Mais si tu veux parler d'Altered, si tu veux parler d'Altered, tu peux parler d'Altered, vas-y, ça lui fera plaisir. Non, enfin, du coup, s'il vient bientôt, ça fera doublon. Je vais le laisser en parler parce qu'il connaît mieux que moi. Mais ouais, c'est un jeu en approche, un nouveau TCG assez innovant sur plein d'aspects, que ce soit économiquement ou dans le gameplay, et sur lequel j'ai bossé un peu en tant que playtester aussi. Donc je suis assez motivé, je pense que ça peut apporter un vent de fraîcheur aussi dans ce marché-là, même si pas forcément du point de vue écologique, ça c'est peut-être une question qu'il faudra poser à Charles. En tout cas, les innovations ne vont pas spécialement dans ce sens-là, mais sur le gameplay, sur l'ambiance du jeu, aussi l'esthétique, voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de personnalité. Donc je vais suivre avec attention ses premiers pas. Mais sinon... il y a un autre truc dont je peux parler, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est une télé-réalité sud-coréenne que j'ai découverte la semaine dernière. D'habitude, je suis pas du tout client de télé-réalité, mais je suis tombé dessus sur Netflix parce que c'est diffusé sur Netflix. Ça s'appelle À l'épreuve du diable en français. Et c'est un peu à mi-chemin entre Squid Game et une télé-réalité classique où on a plein de participants enfermés dans un château et qui doivent s'éliminer les uns les autres pendant une semaine. C'est assez addictif à suivre.
notamment parce que contrairement à, je sais pas, Koh-Lanta ou whatever émission française, occidentale que vous pourriez connaître, je trouve qu'ils poussent pas trop le drama, genre ils cherchent pas à faire de drama à partir de rien. Tous les participants sont assez chill, c'est que des... En tout cas, c'est que des geeks, ou en tout cas ils peuvent nous apparaître tous comme des geeks par contraste. Et du coup c'est marrant de voir leurs interactions et de les voir avancer. Donc c'est des jeux, ils s'affrontent dans des jeux progressivement, des jeux assez complexes avec beaucoup de maths et où on peut voir qu'ils sont quand même vachement meilleurs que nous en maths. Et ouais, et c'est plutôt marrant. Faut pas regarder avec comment dire, l'attente de pouvoir résoudre les jeux en même temps qu'eux, parce que c'est quand même un peu scénarisé. Enfin, on avance plus vite. On peut pas suivre le jeu en temps réel et essayer de développer nos propres stratégies, machin. Ça c'est un petit regret que j'ai eu à certains moments. Mais le storytelling est bien fait, les jeux sont intéressants, ils sont vraiment complexes, genre tu sens qu'ils ont vraiment pensé tous les aspects de chaque jeu pour que ce soit pas trop facilement breakable, donc souvent ils se cassent la tête pour essayer de trouver une stratégie et ils se rendent compte qu'elle bute sur un point de règle. Voilà, c'est cool à regarder, je recommande. Ça me fait penser à un manga qui s'appelle Liar Game, où c'est un peu cette idée-là aussi de jeu, ouais. Des Battle of Wits. Ouais, je connais. C'est ça. Les jeux ressemblent à ceux de Liar Game. Okay. Mais cool. Évidemment, les enjeux sont pas les mêmes parce que personne ne meurt dans le show. Il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de coopération aussi. Okay. Genre, il y a une alternance de jeux compétitifs où ils s'affrontent pour acquérir de la monnaie du jeu et éliminer les gens qui en ont le moins, et de jeux coopératifs où ils font équipe pour augmenter la mise finale que gagnera le gagnant à la fin. Okay. Et donc c'est cool parce qu'ils peuvent pas juste faire des alliances qui seront en opposition constante en fait. Ils sont obligés de se mettre tous ensemble pour réfléchir à des trucs une fois par jour. Ok. Ça a l'air chouette. Je l'ai vu passer sur les actualités Netflix et en général les téléréalités coréennes, j'en ai regardé une fois et c'est très surjoué par moment et du coup je me suis dit j'ai pas regardé parce que ça a l'air vraiment trop bizarre. Mais c'est un peu bizarre mais attachant je trouve. Alors moi maintenant, je pense que les auditeurs et les auditrices le savent, je ne fais ce podcast que pour recommander des œuvres que j'ai vues. Donc je vais vous recommander quelque chose qui m'a encore énormément marqué. La dernière que je vous avais proposée c'était pour le pince-moi le sel, c'était... Merde, j'ai oublié. Ah putain, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Bref, peu importe. Malgré tout. Merci. Putain, même moi, j'arrivais pas à me souvenir du nom des œuvres qui me marquent. C'est dire à quel point. J'ai très très envie de vous parler d'un cycle de bouquins que j'ai lus, et notamment de son autrice qui s'appelle Becky Chambers. Il s'agit du cycle Les Voyageurs. C'est on va appeler ça de la soft SF. C'est du space opéra où en gros c'est vraiment le space opéra, c'est vraiment un prétexte en fait à amener plein de sujets divers et variés. C'est en 4 tomes malheureusement. Les 4 tomes sont indépendants les uns des autres mais ils fonctionnent tous dans le même univers. Et dans cet univers du coup en fait les humains sont arrivés en fait dans ce qui s'appelle l'Union Galactique très tardivement. Du coup c'est un peu les derniers arrivés et du coup il y a tout un tas de races extraterrestres qui coexistent autour et qui ont toutes des cultures différentes et du coup ça donne lieu à des échanges culturels qui sont vraiment très chouettes. C'est l'écriture en fait de cette nana Becky Chambers est ouf. Elle a une écriture qui est tellement douce, c'est très très rafraîchissant et les 4 bouquins sont chouettes. Les 4 bouquins vont raconter 4 histoires du coup différentes où on va suivre une myriade de personnages qui ont des échanges qui sont plus mignons les uns que les autres et ça a été une énorme bouffée de fraîcheur pour moi, j'ai adoré ça et j'ai continué après à suivre un peu sa bibliographie parce qu'elle a écrit d'autres choses et sont tous très chouettes et du coup je vous recommande ce cycle. Ça commence par L'espace d'un instant, le premier tome du coup de Becky Chambers et du coup le cycle s'appelle Les Voyageurs. Voilà. L'espace d'un an, c'est ça? L'espace d'un an, pas l'espace d'un instant, tout à fait. Je suis en train de regarder, ouais, ok. Merci pour le fact-check, je me mettrai un point frigo. Oui. Je suis déçu, je croyais que tu allais recommander Captain Laserhawk, Blood Dragon Remix. On peut pas tout recommander. Et ça m'a plus marqué que Captain Laserhawk, même si Captain Laserhawk c'est très bien. Peut-être que je le garderai pour dimanche avec Charles. Ouais. ok. Et ben merci les gars d'avoir partagé ce podcast avec moi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans la chambre. Ok. Oh. Vas-y, présente-toi JE et puis moi je... D'accord.
Moi je suis sur Twitter, @JEDepra, tout attaché, et sur Twitch, ma chaîne s'appelle JRock, JIROCK. Je stream tous les lundis soirs à partir de 20h, et parfois à d'autres moments, par exemple j'ai streamé toute la nuit dernière sur un coup de tête, et je fais du draft. Donc je prépare les gens à ce que le draft n'existe plus qu'online. C'est une petite contribution. Merci à toi pour cet aperçu de la dystopie dans lequel on va vivre. C'est pas si mal, franchement. Moi, on peut me retrouver sur Twitter, @Mathis_, Mathis comme le peintre, avec un L à la place du I, comme ça on fait bien compliqué. Sinon, on peut me retrouver tous les jours, sauf le lundi et le dimanche, à Carte sur Table Auxerre. Je squatte très régulièrement la boutique. Et pour l'instant, c'est les seuls endroits. J'ai arrêté Twitter, j'ai arrêté Twitch, j'ai arrêté plein de choses. Du coup, pour l'instant, ce n'est que là. Bon, on va pas teaser du coup le super projet qui arrive. Je reviendrai une autre. Ça marche. Mais merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. Je profite de cet épisode aussi pour vous parler du Relic Fest, qui est un tournoi qui va avoir lieu dans vraiment pas très très longtemps. Si vous n'avez pas pris vos places, c'est le moment de le prendre. Plus de 950 personnes, si je me trompe pas. Les main events du coup, parce qu'il y a du moderne, du legacy et du DC. Moi, pour ma part, je serai en command zone avec mes Dan, mon cube unstable et très certainement des decks commandeurs aussi, je suis pas sûr. Enfin voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladesse. C'était le Pince Crâne. Bisous. Salut. Au revoir.